un sujet qui me paraît assez intéressant à évoquer avec vous, compte tenu du thème du Congrès sur la gestion des transitions et votre rôle, qui est le développement économique des territoires, c'était la prise en compte de la ressource en eau et notamment la nécessaire transition hydrique à l'échelle des territoires, compte tenu de ses multiples impacts. Alors, je crois qu'il est maintenant complètement démontré les effets du changement climatique, notamment en France. Vous avez ici une série des écarts de température par rapport à la médiane année 1900, année 1990. Donc on voit bien l'évolution des températures avec comme conséquence l'accélération du réchauffement des températures en France et comme autre conséquence les périodes successives de sécheresse, pas uniquement l'été, avant et après, et comme corollaire, ce que l'on voit actuellement, des épisodes pluvieux intenses. Les épisodes pluvieux en tant que tels ne sont pas anormaux, c'est plutôt la charge pluviale qui est plus importante que la moyenne, tout comme on peut le constater sur l'évolution des températures par eux-mêmes. Un autre constat, c'est celui des nappes phréatiques, qui constituent quand même une des deux réserves fondamentales. Je vous rappelle que les deux réserves fondamentales de ressources en eau, c'est la neige dans les montagnes qui, en fondant, alimente les rivières et les fleuves et les ressources souterraines. Vous voyez trois séquences, octobre 21, octobre 22, octobre 23, les conséquences sur la charge souterraine et la disponibilité souterraine de la ressource en eau, et donc la baisse constante qui s'affiche, et donc la plus grande difficulté d'accès à la ressource pour les différents usages que nous avons à en faire. Et les usages sont multiples, et on commence à les évoquer à ce niveau-là. Une des conséquences, c'est la multiplication des restrictions d'usage de l'eau, multiplication des restrictions d'usage de l'eau qui se concrétisent par des diminutions d'autorisation de prélèvement ou pour des interdictions d'autorisation de prélèvement, avec trois conséquences que je vous évoque là. Des interdictions de permis d'urbanisme, donc un frein au développement de l'aménagement du territoire, des pénalités pour des entreprises pour une consommation excessive par rapport aux consommations autorisées dans le contexte, avec les conséquences que cela peut avoir, et sur la pérennité de l'implantation et sur l'emploi, mais aussi d'abandon de projets, donc l'abandon de l'usine Bridor-le-Duf à Rennes, ou la contestation de l'extension de l'usine de microélectronique installée à Crolles, à côté de Grenoble, et l'on pourrait citer bien d'autres cas. Donc c'est un problème qui devient aussi un problème de développement économique. Le gouvernement a réagi. Vous connaissez tous le plan eau pour une gestion résiliente et concertée, qui a été annoncé fin mars 2023. Donc un plan sans moyens, mais un plan avec des objectifs. Objectif, mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire, vous, les collectivités territoriales, mais aussi les différentes directions des différents ministères du gouvernement susceptibles d'être concernés. Deux objectifs fondamentaux: baisser de 10% le prélèvement sur la ressource en eau et augmenter de 10% l'utilisation des ressources alternatives en eau. Un dernier point pour finir de dresser les conséquences sur les milieux économiques et les entreprises. L'obligation des reportings de durabilité, CSRD, obligations réglementaires issues des lois européennes, qui vont, dès 2026, affecter l'ensemble des PME cotées sur un marché réglementé, c'est-à-dire une bonne part des entreprises installées en France. Les obligations, elles vont notamment porter sur cet aspect-là les différents chapitres d'environnement qui doivent faire partie de ce reporting de durabilité, avec notamment une obligation sur les eaux, les ressources marines, et la biodiversité et les écosystèmes. Donc quel impact les entreprises vont-elles avoir sur l'utilisation et la restitution de la ressource en eau? Et ce sera quand même une conséquence de pérennité des entreprises. Les différents impacts, je les ai sous-entendus: la restriction de l'accès à la ressource, voire le manque d'eau avec les interdictions qui vont avec, mais aussi en fonction du niveau de température, des modifications de composition de l'eau elle-même, et donc des conditions d'accessibilité, des conditions d'usage pour qu'elle reste potable pour la vie quotidienne, mais aussi d'usage pour les entreprises en fonction des niveaux de qualité nécessaires. Avec 4 blocs de conséquences. Bloc de conséquences techniques, une qualité pour un usage donné, donc pouvoir différencier les natures de traitement de façon à minimiser l'impact sur la ressource en eau. Des conséquences financières, le petit cycle de l'eau, moins de consommation sur des équipements à coût fixe, sans doute des conséquences sur le prix de l'eau,
mais aussi pour les entreprises un accès à une eau plus chère. L'eau, pour l'instant, pour beaucoup d'entre elles, ce n'est qu'une petite partie de leur bilan. Par contre, cela peut avoir un effet extrêmement significatif, c'est un effet assurantiel. Une entreprise en phase de production qui se voit interdire l'accès ou limiter l'accès à la ressource en eau dont elle a besoin, c'est un effet assurantiel, peut être une perte de clientèle et une rupture de production avec des conséquences sur sa pérennité. Et donc, sans doute, des nouveaux modèles économiques à inventer derrière cela. Des contraintes sanitaires, de nouveaux polluants, anticiper sur l'émergence des polluants en fonction de l'évolution des températures et de l'évolution de la ressource disponible, et des conséquences sociales par déjà simplement des problématiques d'acceptabilité et d'information des populations ou de tarification par nature différenciée de population en fonction des ressources disponibles. Heureusement, des pistes existent, des solutions existent. Elles tournent autour de 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est celui du consommer moins. Donc comprendre et suivre ses consommations pour avoir des démarches de sobriété, déjà éliminer les consommations inutiles, et il en existe, mais aussi mieux comprendre ses consommations. Ça passe par des démarches d'éducation, des démarches d'information, d'association des populations ou des usagers industriels, économiques notamment, et la construction sans doute de nouveaux modèles de gouvernance autour de ce partage d'informations pour faire accepter les décisions qui sont nécessaires. Ça passe aussi par le fait de valoriser plus les eaux disponibles, ça passe par le fait de consommer mieux, c'est-à-dire l'efficacité des équipements et des procédés utilisés. Ce qui vient immédiatement en tête, c'est la lutte contre les fuites, pas uniquement la fuite contre les réseaux dans les réseaux d'alimentation en eau, mais aussi dans les process industriels et dans les rendements des équipements liés aux process industriels dans les entreprises, de façon à limiter à résultat équivalent, limiter la ponction sur la ressource en eau. Et ça passe aussi par le fait de valoriser plus, et donc de diversifier les ressources, de ne plus regarder simplement que la ressource souterraine ou la ressource qui passe dans la rivière ou dans le fleuve, mais aussi les capacités de récupération des eaux de pluie et de stockage des eaux de pluie, et la capacité de reuse des autres procédés ou des eaux sortant de stations d'épuration, de façon à constituer de nouvelles ressources pour limiter la contrainte sur les process économiques. Simplement pour rappel, l'eau est beaucoup trop précieuse pour ne pas être utilisée plusieurs fois. C'est très vrai sur le littoral, mais c'est aussi vrai à l'intérieur des terres. En France, moins de 1% des eaux sont réutilisées. C'est 8% en Italie, 14% en Espagne, 80% en Israël. Mais l'on pourrait aussi citer la Californie, Singapour et beaucoup d'autres pays qui ont développé sous la contrainte l'usage des eaux alternatives de façon à garder une capacité de développement économique. Et l'utilisation des eaux usées traitées, c'est un levier majeur de l'action pour conserver une capacité de développement. Et cela se traite à l'échelle des territoires, dans un dialogue avec les industriels, l'ensemble des industriels, aussi bien industrie productive qu'agroalimentaire, aussi producteurs agricoles. Il ne faut pas oublier que l'essentiel des productions économiques dépendent de la disponibilité en eau. Je crois qu'il y avait une analyse qui avait été produite il y a quelques années par l'ONU qui disait que 78% des activités économiques étaient dépendantes de l'existence de l'eau. Les vêtements que vous portez sur vous constituent un stock d'eau. Les ordinateurs que vous utilisez ne pourraient pas être produits sans eau, et l'on pourrait faire une liste assez longue de l'ensemble de tout ce que vous utilisez au quotidien. Donc, comme je l'ai dit, cela passe par un certain nombre d'axes de travail. Dans l'axe du consommer moins, cela passe par le fait d'avoir des démarches de sensibilisation, de formation, donc s'engager dans des démarches collectives pour mieux comprendre et mieux s'impliquer dans l'économie de l'eau. Et je vous souligne là une démarche Ecodo qui a été lancée par Veolia au début de l'année, qui est partagée maintenant assez largement avec des particuliers, des associations d'élus, des associations d'usagers, d'entreprises et différents corps constitués. Vous faites Ecodo et vous accédez à ce support sur Internet. Il permet d'avoir un certain nombre de dispositifs clés en main pour partager les problématiques d'économie d'eau avec les usagers, mais aussi se former, et l'on voit se développer un certain nombre de structures de formation. L'école de la formation écologique que Veolia est en train de mettre en place, Terra Academia, et dont un premier site pourrait
va se réaliser à Arras, mais l'on pourrait aussi citer l'école de la transition environnementale, qui est lancée par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Vous le trouvez sur Internet sous le nom Climate Factory. Et l'on pourrait passer dans les différentes régions de France un certain nombre de projets autour de la formation sur la problématique de la transformation et de la transition environnementale, dans lequel un chapitre eau apparaît assez systématiquement. Mais aussi consommer mieux et valoriser plus. Pour consommer mieux, mais il faut savoir ce que l'on consomme, donc il faut mesurer et diagnostiquer. Pour ça, il faut capturer de la donnée souvent à l'aide de capteurs communicants ou de capteurs intelligents, de façon à avoir de l'information et par la multiplication de l'information, pouvoir faire des diagnostics plus efficaces, voire être en capacité d'identifier les segments où il y a des fuites, quand les fuites apparaissent, et anticiper sur des événements sur l'ensemble des réseaux, réaliser des diagnostics et poser la question de la qualité de l'eau nécessaire par nature d'usage, c'est ce point-là, à partir de l'eau brute et en fonction de ce que vous voulez en faire, bien, identifier les bons procédés de traitement, les moins consommateurs d'énergie, les moins consommateurs d'eau, et adapter à ce moment-là la disponibilité de l'eau en fonction des usages. Je ne sais pas si vous avez ces chiffres en tête, mais sur l'eau domestique, à peu près 152 litres par jour par habitant, en fait, la nécessité d'eau potable ici de moins de 40% par rapport à ce qui est livré. La pratique qui s'est développée en France a été de fournir de l'eau potable sans limite à peu près tous les types d'usages. Cette eau, elle n'est plus disponible dans les quantités nécessaires, compte tenu du changement climatique. Il faut faire les adaptations sont possibles, les solutions existent. Dans le même esprit du consommer mieux et valoriser plus, dans le domaine de l'action, les équipements d'économie d'énergie, je les évoquais auparavant, réparer les fuites, diminuer la pression. Quand les réseaux sont moins utilisés, baisser la pression, moins de pression, ça sollicite moins les fuites et ça permet de faire des économies sur l'eau disponible. Réfléchir sur les process en utilisant notamment des boucles de reuse, y compris au niveau industriel, surtout au niveau industriel, et travailler sur la qualité de ces rejets de façon à minimiser les rejets et donc l'eau qui repart dans le milieu et donc par là diminuer les prélèvements en amont. Un certain nombre d'exemples qui peuvent étayer cela, ce qui se réalise en région Bourgogne avec l'entreprise Urgo, pas très loin d'ici, sur des solutions d'économie d'eau dans la gestion de son réseau. Ce qui se passe aussi avec l'entreprise Tesser, là du côté de Grenoble, entreprise agroalimentaire, avec l'optimisation de son cycle de rejet. Mais l'on pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Charles et Alice, société d'agroalimentaire dans la Drôme, qui est rentrée dans une démarche d'optimisation et d'économie sur l'utilisation de la ressource en eau. On pourrait citer Plastipac à Saint-Marie-de-la-Blanche, aussi une entreprise de la région Bourgogne, qui est rentrée dans Plasturgis, qui est rentrée dans une démarche d'économie sur sa ressource en eau. Le déploiement des reuse box multi-usages, il y a une trentaine déjà qui commencent à être installées en France, permettant d'utiliser des eaux réusées traitées en sortie de stations d'épuration pour pouvoir les utiliser comme eau brute à vocation industrielle, mais aussi des projets qui vont beaucoup plus loin, par exemple les sirops Monin à Bourges, dans le domaine agroalimentaire, qui va même jusqu'à, sur un site expérimental, concevoir un procédé pour, par une succession de boucles de reuse sur ces différentes phases de procédés industriels, aller vers une démarche de zéro rejet liquide après traitement, ce qui aboutit en fait en amont à 75%, voire jusqu'à 80% de réduction du prélèvement sur la ressource en eau dans son procédé industriel. On pourrait aussi citer les démarches qui sont menées à l'échelle de collectivités territoriales, par exemple la métropole de Nice, qui a fait un état des lieux global sur l'ensemble de son territoire, ressources au pluriel, donc ressources alternatives à ressources fluviales et souterraines disponibles par rapport à l'évolution des besoins, de façon à avoir un guideline pour identifier les aménagements, les accueils d'entreprises acceptables ou les évolutions urbaines acceptables. Et enfin, en conclusion, objectif que Veolia s'est défini pour lui-même, un objectif d'effacement hydrique de ses propres services, de ses propres activités d'ici 10 ans pour éliminer son empreinte hydrique sur le milieu ambiant. Merci de votre attention. Merci Sylvain Boucher.